Hey mon ami, tu aimes ça manger des patates? Si la réponse est oui, ça tombe plutôt bien parce que je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série avec ou sans patates où nous allons cuisiner des pommes de terre à toutes les sauces. Nous avions déjà fait une vidéo monomaniaque sur les œufs que vous aviez adoré. On avait ensuite continué avec les courges. Ces deux vidéos sont toujours disponibles juste ici. Et là, on est au cœur de l'hiver. Quoi de mieux pour réchauffer notre corps et notre esprit que de travailler notre légume préféré, c'est la pas un pomme de légume. terre. Alors oui, techniquement, il a raison, ce n'est pas un légume, mais un tubercule. On ne consomme ni la tige, ni la feuille, ni la racine, comme dans un légume. C'est un féculent. Et oui, en gros, on peut la catégoriser comme le riz ou les pâtes parce qu'elle est super riche en amidon. Mais par contre, faut vraiment arrêter de crier parce que vous êtes vraiment pas loin. Bon, ok, d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est un aliment délicieux et on peut le cuisiner de milliers de manières différentes. On ne pourra pas toutes les faire et c'est bien triste, mais on va déjà en voir un paquet. On va commencer par les accompagnements. Des grands classiques, mais parfois ça fait du bien de revoir ces basiques. Frites parfaites, purée façon resto, pommes de terre sautées croustillantes, gratin dauphinois et pour finir, un accompagnement beaucoup trop sous-coté, les pommes de terre boulangères. On enchaîne avec la pomme de terre en grande star au cœur de l'assiette avec 3 propositions que j'adore. Alors ensuite, je vous préviens, on va mettre de la pomme de terre sur une pizza. C'est pas mon idée, mais je vous assure que c'est du génie. Et pour finir, j'ai l'honneur d'échanger avec un chef étoilé qui nous partagera l'un de ses plats signature à base de pommes de terre. Un petit indice, on risque d'aller en Franche-Comté. Mais juste avant de commencer les hostilités, j'ai besoin qu'on parle d'un sujet fondamental quand il s'agit de pommes de terre, c'est celui de la variété. En effet, il existe plein de variétés différentes, mais pour résumer, il y a 2 grandes familles, les chairs fermes et les chairs farineuses. Les chairs farineuses sont riches en amidon et pauvres en eau. Quand tu les cuis, elles se délitent facilement et deviennent moelleuses à l'intérieur. C'est parfait pour les frites, pommes de terre au four ou purée onctueuse. À l'inverse, les pommes de terre à chair ferme contiennent moins d'amidon et plus d'humidité. Elles tiennent parfaitement à la cuisson sans se désagréger pour les salades ou les gratins par exemple. Mais pourquoi ça compte autant? Eh ben parce que l'amidon c'est le facteur clé. Quand tu fais des frites avec une binge par exemple, l'amidon forme une croûte croustillante à l'extérieur tout en gardant un cœur moelleux. Si tu utilises une charlotte à chair ferme, tu obtiendras des frites toutes molles parce qu'elle n'a pas eu assez d'amidon pour cette caramélisation. À l'inverse, si tu fais un gratin dauphinois avec une binge, les tranches vont se désintégrer pendant la cuisson et tu te retrouveras avec une bouillie au lieu d'avoir des belles lamelles. Avec une charlotte, chaque tranche reste intacte et absorbe la crème sans perdre sa structure. Alors je pourrais passer une vidéo entière sur le sujet, mais je pense qu'on est déjà pas mal pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec un monument de la gastronomie belge. Elles portent très mal leur nom à l'international, les French fries. Bon, quand vous aurez fini de vous chamailler dans les commentaires pour savoir qui a vraiment inventé la frite, on pourra y aller. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vais vous prendre une une grande frite. Une grande frite à emporter et je vais vous prendre mayo, samouraï, Dallas et tartare. Il est content Gaëtan. Messieurs, dames, nous sommes à 100 mètres du Frite-Côte, aux étangs d'Ixelles, la place Flaget juste là, le soleil pile sur ma tronche, c'est magnifique. Le plus dur quand on commande des frites, c'est de s'arrêter sur les sauces. Là, je vous ai mis mon petit quatuor préféré, mayo, la base, sauce Dallas, pas sur les boulettes, très important, sauce tartare, incroyable, et sauce samouraï, parce qu'elle pique un peu. Bon, il n'y a pas les macronutriments, mais on est heureux après ça. Toute la force d'une frite comme celle-ci, c'est vous commencez peut-être déjà à l'avoir entendu un peu partout, mais la double cuisson. On va avoir un premier bain qui va donc pocher, blanchir la pomme de terre, donc ce qui va lui permettre d'être bien fondante à l'intérieur. On la laisse refroidir. Ici, c'est sur des grands racks. À la maison, on peut le faire sur des plats. Deuxième cuisson, beaucoup plus puissante. Et cette fois-ci, ça va aller chercher le croustillant à l'extérieur, un peu de caramélisation. On a envie d'avoir quelque chose qui reste d'une couleur jaune doré, quoi. Qui fait toute la particularité des frites ici en Belgique, mais aussi dans le nord de la France. La cuisson au gras de bœuf, qui permet d'avoir ce petit goût animal comme ça, qui donne encore plus de caractère à la frite. C'est très addictif. Xavier est en train de compter le nombre de frites qui disparaissent sous ses yeux. Regardez-moi cette frite parfaite là. Plus près. Désolé. Bon, c'était sympa un peu de sortir du local, non? Mais on est quand même de retour ici pour pouvoir apprendre à faire ces fameuses frites maison. Parce que c'est cool de les manger dans la rue bien chaudes avec une petite graisse de bœuf, mais on a envie de savoir les refaire chez nous. Donc c'est parti. Comme nous le disions juste à l'instant, ce qui va être très important, c'est de sélectionner la bonne variété. Aujourd'hui, j'ai pris de la grilla que je vais bien éplucher et plonger dans l'eau froide. Cela va éviter qu'elle ne s'oxyde pendant que je prépare le reste des pommes de terre. Au niveau de la taille, ce qui est assez important, c'est d'avoir quelque chose de ni trop fin, ni trop épais. Et surtout, d'avoir des côtés égaux.
une sorte de petit carré quoi. Je vais maintenant rincer plusieurs fois les pommes de terre. On y va franco et avec de l'eau bien froide. Et étape très importante pour la suite de la recette, c'est de bien sécher les pommes de terre. Bon, et le vrai secret pour des frites réussies, y a pas à chier. C'est d'avoir une petite friteuse. Ça coûte quand même de moins en moins cher, ça prend de moins en moins de place, et je peux vous jurer que ça change tout parce que le truc qui fait qu'une frite est bien réussie, c'est que la température reste constante. Mais comme on rajoute des patates froides dans de l'huile chaude, ça fait descendre la température, il y a une résistance liée à un thermomètre, ça augmente quand il faut et ça baisse quand il faut. Donc franchement, ça fait toute la différence. Je vous rassure, vous pouvez quand même le faire dans une cocotte avec de l'huile, mais il vous faudra absolument un thermomètre. Pour ce premier bain, l'idée est de pocher les frites, donc on va le faire à 140 degrés pendant 5 à 8 minutes. Et le petit secret qui va faire du bien au rendu final, c'est de refroidir nos frites entre les 2 bains de cuisson. Cela va les faire redescendre en température et les faire sécher un peu. On aura donc une belle croustillance dans ce deuxième bain à 190 degrés. 190 les petits français. Et attention, le deuxième bain va très vite, c'est 1 à 2 minutes max. Si ça, c'est pas le bruit du bonheur. On les sale généreusement et on les sert avec notre sauce préférée. Et il ne reste plus qu'à déguster. Des frites et de la mayo, que demande le peuple. Tout ce qu'on veut, croustiller à l'extérieur, fondant à l'intérieur, bien salé. C'est pas beau ça? Vous l'avez entendu celui-là? Bon, on a quand même attaqué très fort avec ces frites, mais ne vous en faites pas, on va quand même y aller crescendo. Je vous propose de rester dans les grands classiques que tout le monde connaît mais ne fait pas forcément très bien à la maison. Le prenez pas personnellement, mais c'est vrai que ces 30 dernières années, on a un peu oublié les bases pour aller au plus vite et au moins cher. Alors que pour faire une purée légendaire, il faut un peu de matos et un peu de beurre. Enfin, beaucoup de beurre. Vraiment beaucoup de beurre? Je sais pas à quel moment c'est vraiment beaucoup. Il faut beaucoup de beurre. On va utiliser de la binge, pommes de terre à chair farineuse, parce que ça va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être vraiment bien lisse à la fin. Mais, petite exception qui confirme la règle, pour la purée, alors qu'on a besoin de quelque chose de farineux, on va pouvoir aussi utiliser de la rate. Notre cher Joël Robuchon international, c'est ce qu'il préconisait. Après, 1, c'est quand même vachement plus chiant parce qu'elles sont toutes petites à éplucher. Et 2, avec celle-ci, ça marche très très bien. Là, on va les cuire à l'eau avec la peau pour avoir un maximum de goût et de conserver vraiment la texture. Et pour la cuisson, c'est départ eau froide. Cela permettra d'éviter que la pomme de terre éclate. Lorsque la cuisson est parfaite, on pense à bien vérifier avec la lame d'un couteau, on peut les éplucher. On sort son plus joli presse-purée. Vous commencez à le connaître, celui-là. Et alors là, petit élément important, il faut absolument presser les pommes de terre quand elles sont encore chaudes. Sinon, vous aurez une purée élastique et ça, c'est pas fou. On pense à bien dessécher la pulpe de pommes de terre 1 à 2 minutes sur un feu doux. Et ensuite, c'est parti, on peut ajouter progressivement le beurre. Et à l'aide d'une spatule ou d'une maryse, on va former des jolis petits cercles pour bien incorporer tout ça. Et là, vous avez déjà une purée qui a une jolie petite texture. Mais en la passant dans un tamis avec des mailles super fines, vous aurez une purée ultra lisse. On va pas se mentir, c'est chiant à faire, mais franchement, ça vaut le coup. Une fois que c'est fait, retourne dans la casserole et on va pouvoir ajouter un petit peu de lait chaud, mais pas trop, pour délier la purée. Faites-vous confiance pour la texture, on veut quelque chose de bien fluide, mais pas trop. Pour l'assaisonnement, 1 tonne de noix de muscade, un peu de poivre blanc et du sel. Ah là là, c'est pas de toute beauté. C'était un peu annoncé, cette petite texture là, parfaite, bombée, c'est bien lisse avec ce passage au tamis. Et en termes de texture dans la bouche, il y a ce côté où vraiment ça fond entre la langue et le palais. Ce bon goût de beurre, muscade, sel, poivre blanc. J'adore. Et on va maintenant regarder la texture en live. Déjà là, on peut s'arrêter. Elle fait un plat à elle toute seule tellement c'est bon. Et la purée, ça se sert vraiment chaud. Compliqué de la réchauffer après, donc faites-la au dernier moment. Oh, cette texture! Si ça peut vous rassurer, je pense qu'il n'y a pas que les cuisiniers amateurs qui ont oublié comment faire une bonne purée parce que je suis pas sûr qu'on retrouve cette texture dans tous les restos. Et comme on dit, jamais 203, je vous propose de finir la sainte trinité des patates avec les bonnes vieilles pommes de terre au four. Alors oui, ma mère fait des pommes de terre au four mémorables, juste coupées en quartiers avec de l'huile d'olive, sel, poivre, ail et du romarin. Mais je pense qu'on peut aller encore un tout petit peu plus loin avec une double cuisson qui va faire toute la différence. Oh, c'est vraiment bon ça. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de pommes de terre à chair farineuse. Comme d'habitude, on va bien les nettoyer et les éplucher. Même mécanique, on les conserve dans l'eau froide pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Et les épluchures sur du papier journal, comme ça, directement à la poubelle. On veut à peu près des morceaux de cette taille-là. Donc cette pomme de terre, on la coupe pas. Et celle-ci, on la coupe en 2. Et oui, forcément, la taille de coupe va avoir une importance parce qu'on veut qu'elles aient une cuisson homogène.
On les plonge dans un grand volume d'eau froide et c'est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson. Et là, on laisse cuire tout ça tranquillement dans la vapeur pendant 2-3 minutes, histoire que les côtés deviennent tout fripés et c'est ça qui va donner le croustillant. Pendant ce temps-là, on va pouvoir mettre un fond d'huile d'olive dans un plat que l'on va faire chauffer à 200 degrés au four. Un petit coup de shaker pour les pommes de terre et regardez-moi ça. Vous voyez ces petits côtés un peu irréguliers ? Eh bien, en cuisant dans l'huile chaude, cela va les faire croustiller. Et c'est pas ça l'objectif d'une bonne petite pomme de terre au four ? Eh bien, si. Bon, l'objectif, c'est aussi qu'elles aient du goût, donc on ajoute une blinde d'ail et beaucoup de romarin. Et ça part maintenant à 220 degrés pendant 25 à 30 minutes en les remuant régulièrement. C'est pas beau ça ? On a la belle coloration et surtout, au son. C'est le son qu'on veut. Et là, exemple parfait, on le voit, elle est parfaitement rôtie, crispy, et à l'intérieur, c'est de la purée. Oh, ce petit goût de romarin et d'ail infusé là, c'est parfait. Bon, clairement, c'est de la purée croustillante ce truc. Mais je vous jure que pour des invités, c'est un grand classique. Fait de cette manière, franchement, c'est bluffant. Cela dit, ce qui peut bluffer aussi vos invités, c'est le gratin dauphinois. Eh ouais, je sais, on a des transitions qui glissent comme un pingouin sur le ventre. 2026, année de la maturité. Que voulez-vous ? Bon, par contre, le gratin dauphinois, je vois encore trop de gens qui prennent des pommes de terre farineuses, qui mettent ça dans 1 litre de lait avec des grosses tranches, le tout au four, et ça ressort 1 heure plus tard en mode grande soupe de la cantoche avec des patates dedans. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Aujourd'hui, on va voir comment faire un gratin dauphinois avec une belle texture, qui se tienne bien, et avec une magnifique croûte de fromage. Mais non, je déconne, les dauphinois, vous pouvez ranger le défibrillateur, il n'y a pas de fromage. Cette fois-ci, on se munit de pommes de terre à chair ferme. Je vous conseille de choisir des calibres assez gros. Ça prendra déjà moins de temps à éplucher, à la découpe c'est beaucoup plus simple, et évidemment ça aura un impact sur la texture du gratin. Spoiler alerte, je ne fais pas chauffer la crème avant d'aller au four. Il faut vraiment beaucoup assaisonner les pommes de terre, parce que sinon ça va être très fade et il n'y a pas moyen de réassaisonner ensuite le gratin. On est généreux en noix de muscade, en sel et aussi en poivre. Mais quand je dis généreux, il faut que quand on prenne une petite cuillère, ça emporte un peu la bouche. Parce qu'après, avec les pommes de terre qui vont tout boire, il faut que ce soit bon. Et pour le poivre, c'est vraiment cool d'utiliser du poivre blanc, comme ça il est plus discret dans le plat. J'ajoute une bonne grosse gousse d'ail que l'on va râper à la microplane. On veut vraiment une petite purée pour infuser cette crème. Pour la découpe, je ne peux que vous conseiller d'utiliser une mandoline. Cela permet d'avoir des tranches bien fines, 1 à 2 mm max, et surtout d'être bien régulier. Et maintenant, on sort le plat à gratin, on met les pommes de terre en alternant avec la crème assaisonnée, quelques petites noisettes de beurre sur le dessus, et c'est parti pour un petit tour au four. 160 degrés, pas plus. Parce que sinon, la crème, elle risque de trancher et vous allez avoir un truc tout grassouillet. Là, elle va tranquillement infuser et elle va pénétrer la pomme de terre. Pour le temps de cuisson, à vous d'ajuster en fonction de votre four, de l'épaisseur des pommes de terre et de la taille de votre plat. Cela peut prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Et très important, laissez reposer 10 à 15 minutes le gratin avant de le manger. Parfait. Le petit temps de repos, il fait toute la différence. Ça permet à la crème de figer un petit peu et d'avoir cette tenue parfaite. On a le croustillant de la pomme de terre, c'est fondant au milieu. L'assaisonnement est bien alors qu'on y allait franco. Je trouve ça absolument délicieux. Je pourrais en manger tous les dimanches au repas de famille. Je suis désolé, il n'y a pas de débat possible. Vous pouvez pas préférer une soupe de patates au lait. Sauf si c'est la recette de votre grand-mère morte. Bon, ok, ça vous avez le droit. Ou pas. Je rigole ? Vous ne saurez jamais. Un autre truc que les gens ne savent pas, enfin ne connaissent pas, ce sont les pommes de terre boulangères. Vous connaissez les pommes de terre boulangères ? Eh ben non, c'est beaucoup trop sous-coté, alors que c'est super simple à faire et avec un goût de malade. Ça va être votre nouvel accompagnement préféré. Ça va le frigo ? Vous allez voir, c'est un peu comme le gratin dauphinois, mais en moins lourd. Attention, petite nouveauté dans cette vidéo, on ne commence pas par les pommes de terre, mais par des oignons doux. Doux ? Eh bien des Cévennes. Toujours aussi efficace cette vanne. On les cisèle finement et on va les faire revenir dans un peu de beurre et d'huile d'olive pendant bien 45 minutes pour avoir cette jolie compotée. Et à la fin, si ça accroche un peu comme ça, on peut ajouter un petit peu d'eau. Cela va décoller les sucres et donner une belle coloration. On assaisonne généreusement avec du sel et du poivre. Et lorsqu'on a une belle couleur comme ceci, on peut réserver. On est sur un gratin et on veut que ça se tienne bien, donc des pommes de terre à chair ferme. Une fois épluchées, on les met dans l'eau froide, comme ça permet d'éviter l'oxydation et qu'elles restent bien jolies. On passe les pommes de terre à la mandoline pour avoir des rondelles bien homogènes, 1 à 2 mm d'épaisseur. Et c'est déjà parti pour le montage. On étale dans le fond la totalité de la compotée d'oignons, que l'on vient hydrater avec un premier tiers de bouillon de bœuf, du thym frais et du beurre clarifié fondu. Et là, on va prendre le temps de faire une jolie petite rosace sur toute la surface de notre plat. Une fois le premier étage de pommes de terre finalisé, on peut remettre une couche de bouillon. Et on fait de même avec l'assaisonnement, le thym et un petit peu de ghee. Si vous n'en avez pas, le beurre classique fondu fera parfaitement l'affaire.
Et là, messieurs, dames, c'est reparti pour un deuxième tour de piste de petites rosaces de pommes de terre. C'est un petit côté détente comme ça, moi j'aime bien. On finalise avec un tout petit peu de bouillon et un tout petit peu de beurre fondu. Et nous allons maintenant réaliser un cartouche. On prend du papier sulfurisé que l'on plie en carré, puis en triangle. On prend la mesure du rayon de notre plat, on coupe l'extérieur et un tout petit trou à l'intérieur. On le dépose sur les pommes de terre et maintenant on essaie de chercher une assiette qui fait la même taille que notre plat. On commence avec une première cuisson au four à 130 degrés pendant 1 heure. Sa mère, comment c'est beau! Et on va finir par 20-25 minutes à 160 degrés pour un rendu parfait. Merveilleux. Petit glaçage au four et on sera pas mal. N'hésitez pas à ajuster en fonction de votre four et même de finir avec un petit peu de grill si besoin. Oh là là! On a le petit côté croustillant là sur les bords. Et là, on sent bien que c'est bien fondant, mais ça tient quand même en place. Et ça, c'est chouette. 2 options. Soit on essaye de faire des jolies petites parts avec un couteau, soit on vient prendre avec une cuillère et ça sera tout aussi bon. On déguste ça? Ça a l'air incroyable. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Les oignons caramélisés avec le petit beurre, le thym et surtout le bouillon de bœuf là qui a bien réduit, qui a imbibé les pommes de terre. On a ce croustillant, le fondant. Là, je vous ai sorti le grand jeu parce que j'avais envie de vous impressionner si vous ne connaissiez pas encore ce plat légendaire. Mais sachez que si vous prenez les pommes de terre, vous les passez finement à la mandoline. Les oignons, c'est pareil. Vous mélangez tout dans un plat avec du beurre, du bouillon. On laisse tout sous le four. En 5 minutes, c'est prêt. Il y a juste un peu de temps de cuisson et c'est absolument génial. Bon, vous l'aurez compris, quand il s'agit des accompagnements, la pomme de terre est ultra versatile. On n'a fait qu'effleurer la surface de toutes les recettes qui existent. On pourrait d'ailleurs en faire un 2e épisode, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pomme dauphine, pomme fondante, pomme noisette, pomme duchesse. Eh ouais, on a encore du taf les amis. Bon, c'est bien beau les accompagnements, mais la pomme de terre est si géniale que maintenant on va l'ériger au rang de star. Et on attaque avec une spécialité italienne aussi évidente que gourmande. Les gnocchis. Comme je suis un mec sympa, je vais vous montrer aussi comment faire un bon petit ragoût. Ici, j'ai fait revenir des petits cubes de pancetta dans une cocotte. Et dans le petit gras qu'il a rendu, j'ai ajouté mon sofrito. Céleri, oignons, carottes et ail. C'est important de couper tout ce petit monde assez finement, car on a envie que les légumes soient bien liés dans notre sauce finale. Comme pour la pancetta, on réserve, on remet la cocotte sur feu un peu plus fort. Et cette fois-ci, on va pouvoir ajouter la viande hachée. On veut qu'elle soit bien grillée, car c'est les petits sucs qui vont accrocher dans le fond de la casserole qui vont donner du goût à notre sauce. Une bonne cuillère de concentré de tomate, le retour du sofrito et de la pancetta. Et pour déglacer les fameux sucs, un peu de vin rouge, un demi-litre de bouillon de bœuf, mais de l'eau fera parfaitement l'affaire, un peu de tomate, une croûte de parmesan, du laurier, du sel et du poivre. Ah oui, et évidemment, un peu de piment d'Espelette. On porte le tout à ébullition. Tout doux, tout doux. Et on laisse cuire pendant 3 à 4 heures. Ce qui nous laisse largement le temps de pouvoir nous occuper des gnocchis. Gnocchis dont la base, vous l'aurez compris, est de la pomme de terre. On nettoie des bonnes grosses binges que l'on dispose sur du gros sel et que l'on va faire cuire à 180 pendant une bonne heure. On ouvre les pommes de terre en 2 à chaud et on retire la chair. Ça, avec de la crème crue et un peu de ciboulette fraîchement coupée, c'est incroyable. Et comme pour la purée, il va falloir presser les pommes de terre à chaud. Cela va nous permettre de les travailler encore un peu tièdes et d'avoir une belle texture finale. Et là, mon petit truc en plus, c'est d'ajouter de la fécule de pommes de terre en plus de la farine. Un jaune d'œuf, évidemment. Et on travaille le tout avec un coupe-pâte et ses petites mains. Attention, il ne faut pas trop travailler la pâte. Donc, dès que la pomme de terre a absorbé toute la farine, on peut détailler les gnocchis. On peut faire des jolis petits boudins, puis des petits coussins, que l'on va déposer dans un petit plat fariné. Mais pour la forme, faites-vous plaisir. En petites boules, comme ça aussi, ça marche très bien. Et si vous êtes chaud, avec une planche à gnocchis, vous pourrez retrouver ces petites strilles assez iconiques. Pour la cuisson, on les plonge dans de l'eau bouillante salée. Et lorsqu'ils remontent à la surface, ça peut prendre entre 2 et 4 minutes, on les égoutte et on les débarrasse sur un plat avec un peu d'huile. Pour finir le ragoût, on va ajouter un petit peu de lait entier. On laisse réduire jusqu'à obtenir une belle texture. Et appelez tous vos invités à table, ça va être l'heure de manger. On fait colorer les gnocchis dans un peu de beurre ou de l'huile d'olive. Une généreuse louche de notre fameux ragoût. Un peu d'eau de cuisson des gnocchis pour avoir une belle texture. Et on finit avec fleur de sel, huile d'olive et parmesan. Bon, il ne reste plus qu'à déguster. Alors déjà, au planter de fourchette, je peux vous dire que c'est un petit nuage. C'est ça un gnocchi, c'est pas une balle de caoutchouc. Ça doit fondre dans la bouche
Et avec le ragoût comme ça, là, il y a ce bon goût de la pomme de terre. Je n'arrive pas à m'arrêter. Bon, ok, c'est vraiment légendaire. Et en plus, ce qui est absolument génial, c'est que c'est déclinable à l'infini. Vous prenez toutes les recettes de pâtes, amatriciana, carbonara, cacio e pepe, pesto, ce que vous voulez, et ça en fait un plat absolument génial. Pour la recette qui vient, beaucoup moins de préparation et surtout de remise en question. Mon fils de 4 ans et demi peut faire cette cuisson de pommes de terre tellement c'est simple. Et pour la garniture, je vous en propose une aujourd'hui, mais comme pour les gnocchis, faites à votre convenance, c'est déclinable à l'infini. Ah, la fameuse potato jacket, qui veut littéralement dire pomme de terre en veste. Vous le voyez donc peut-être venir, c'est l'équivalent de notre pomme de terre en robe des champs, ou robe des chambres, mais je trouve ça beaucoup moins romantique. Et comme c'est une véritable institution chez nos poteaux britanniques, on va la laisser en veste pour aujourd'hui. Veste qui est donc pour la peau, dans laquelle nous allons cuire les pommes de terre aujourd'hui, pour qu'elles soient ultra tendres. Un petit peu de garniture par-dessus, et on se régale. Bon allez, on y va ? Alors là, l'idée, c'est d'avoir une pomme de terre par personne. Donc il faut un calibre un peu gros, mais pas de 1 kg non plus, quoi. Et ça part au four à 200, entre 40 minutes et 1 heure en fonction de la taille de votre pomme de terre. Ce qui nous laisse encore une fois le temps de nous mettre sur la garniture. On émince finement champignons de Paris, les oignons et un peu d'ail. Et on va faire revenir le tout tranquillement dans du beurre fondu. L'objectif ici est d'aller chercher une petite caramélisation pour obtenir un petit goût de noisette. Je vais déglacer avec un peu de myrrhine, mais vous pouvez le faire avec du vin blanc ou du saké. Et si vous voulez pas d'alcool, on peut même le faire avec un peu d'eau ou un trait de vinaigre. L'objectif, c'est de déglacer les sucs et d'aller chercher un maximum de goût. On peut ensuite saler et poivrer généreusement. On ajoute la crème. Et ça, c'est pareil, c'est un peu facultatif, mais franchement, si vous en avez, c'est du miso. Et ça va encore plus accentuer ce petit goût de champignon sous-bois, un petit peu profond comme ça. On adore. On l'ajoute à la préparation et on mélange bien pour bien diffuser tous les arômes. On cherche pas une grosse ébullition, on a envie de faire frémir ça tranquillement. On sort son robot plongeant ou au mixeur, mais ça vous fera quand même beaucoup plus de vaisselle pour pas grand chose. Et on vient mixer pour obtenir une belle crème de champignons. Ça, c'est prêt, on va pouvoir se mettre sur les pickles d'échalotes. J'en ai toujours dans mon frigo, c'est beaucoup trop bon. Et surtout, c'est d'une simplicité légendaire. Il vous suffit de mélanger l'eau, le vinaigre, le sucre, le sel, le poivre, de porter à ébullition pour faire fondre le sucre et de verser sur les échalotes. On attend que ça refroidisse, on met au frigo et ça tient des semaines. Alors, la crème de champignons c'est délicieux, mais on a envie d'aller chercher de la texture. Et c'est pour cela qu'on va faire revenir quelques champignons supplémentaires. Je suis un petit fou donc j'ai pris des shiitake et des pleurotes, mais des champignons de Paris ça fonctionne trop bien. On prépare notre ciboulette et lorsque nos patates sont bien cuites, on va pouvoir les sortir du four et les dresser immédiatement. Une incision au centre de la pomme de terre, on réduit un peu la chair en purée et on fait une petite montagne dessus avec tous nos ingrédients. Et surtout, on n'oublie pas les échalotes. Tralala, petit goût noiseté de la pomme de terre, ultra confit comme ça, c'est quasiment du beurre, alors qu'on en a même pas mis. La crème de champignons, ça ramène une petite note d'acidité, ça reste onctueux. Les champignons bien rôtis là comme ça, et derrière pickles d'échalotes, ciboulette pour la fraîcheur, parmesan pour la gourmandise. Tout est bon, sans jambon. Ça, vous pouvez en manger dans des pubs avec des beans et de la tomate, avec thon, mayo, fromage, avec du poulet au curry. C'est infini et c'est tellement bon. Je pense que je suis en train de perdre les fans de rugby avec mes histoires d'Angleterre et de pub là. Donc on va retraverser la Manche pour une recette bien franchouchou. Ouais, c'est franchouillard mais en plus mignon. Le feuilleté de pommes de terre, le pâté de pommes de terre, le pâté bourbonnais, le feuilleté creusois, mais aussi des dénominations en Auvergne ou dans le Berry. Vous l'aurez compris, le centre de la France se bat pour cette recette. Et ils ont bien raison, parce que c'est absolument délicieux. C'est bon, c'est facile, c'est pas cher. Que demande le peuple? Bon, là si vous commencez à suivre, on est sur des pommes de terre, cuisson longue au four, on a envie que ça se tienne. Donc, ferme! Oui, là on est sur de la Pompadour, par exemple. Vous pouvez prendre de la Nicolas, plein d'autres trucs. Je sais pas combien de kilos de pommes de terre j'ai épluché pour cette vidéo, mais ça fait beaucoup. Alors dans ma version, j'aime bien couper les pommes de terre très finement. Ça va donner un rendu en bouche vraiment dingue. Et alors la règle dans cette recette, c'est de mettre autant de pommes de terre que d'oignons, que l'on va couper très finement aussi pour qu'ils s'intercalent parfaitement entre les pommes de terre. Et le fameux persil. Ninja Warrior. Non, Fruit Ninja 2007. Ouais, ça fait 20 ans, petite claque. Mais pour l'adoucir un peu, je vous propose de mettre une botte entière de persil. Alors là, on a une étape où il y a vraiment plusieurs écoles. Moi, j'aime bien ajouter une bonne dose de crème directement dans la garniture. Et maintenant, on laisse mariner tout ça pendant qu'on prépare notre pâte feuilletée. Ça va donner encore plus de goût. Pour la pâte feuilletée, je l'ajoute directement dans le moule avec le papier sulfurisé. Quelques petits trous à la fourchette et on y dépose l'ensemble de notre garniture. L'objectif est de bien tasser pour ne pas avoir d'espace vide.
On ajoute le chapeau, qui est tout simplement un deuxième disque de pâte feuilletée. On scelle bien les bords. Et très important, on va faire une petite cheminée pour que la vapeur s'échappe. Un peu de déco parce qu'on n'est pas des animaux. Et pour une belle dorure, on peut badigeonner du jaune d'œuf. Il ne reste plus qu'à enfourner à 190 degrés. Le tout pendant 1 heure, 1 heure et quart, en fonction de l'épaisseur de votre bazar. Ah là là, miam. C'est pratique ces fonds amovibles, mais dans une vidéo, vous m'aviez vu galérer à essayer de passer la main en dessous et je me suis retrouvé un peu comme un con. Vous m'aviez donné l'astuce de la boîte de conserve. On va la tester tout de suite. Débilement intelligent, hein. Ce qui est cool en le mettant sur une grille, c'est que ça permet à l'air de passer et de sécher en dessous sans que du coup la chaleur résiduelle fasse un peu cuire et ramollir la pâte du dessous. Donc là, ça va permettre de rester sec et c'est ça qu'on veut. Après un petit temps de repos, on peut la déposer sur une planche et la découper. C'est pas de toute beauté ça. Et si la crème a été bien absorbée par les pommes de terre, on voit bien le joli empilement avec les patates, les oignons et le persil. Et pour la déguste, encore un peu de crème fraîche. C'est du génie. Le fait d'avoir coupé les pommes de terre ultra finement, ça fait comme une sorte de clac 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 sous la dent. T'as le persil évidemment qui est trop fort, les oignons qui ramènent ce côté un peu fraîcheur et acidité, une pâte feuilletée et quelques ingrédients, ça coûte pas cher. C'est plutôt rapide à faire et froid. C'est presque encore meilleur. Bon, la patate en star de la recette, ça on sait que ça marche. Mais maintenant, pour la prochaine, j'ai envie que vous l'imaginiez pour un moment un peu particulier, le petit-déj. Alors oui, petit-déj salé, mais je peux vous jurer que ça va cocher toutes les cases du réconfort pour attaquer la journée. Je vais traverser la frontière pour me rendre en Suisse et m'orienter vers le rösti. C'est un peu comme les pommes de terre paillasson ou les hash browns aux États-Unis ou les latkes par exemple. Mais ici, c'est une variante et on va la jouer avec des pommes de terre déjà cuites. Ah, ça va tout changer en termes de goût, de texture et aussi de cuisson. On va se faire avec ça une petite garniture pas piquée des hannetons. C'est terrible, j'ai déjà très faim. Une fois n'est pas coutume, on va associer la pomme de terre avec de l'oignon. Que voulez-vous? On ne va pas changer une équipe qui gagne. On les mince le plus finement possible et on se munit de nos pommes de terre épluchées que l'on a fait cuire à l'eau la veille. C'est important qu'elles soient bien froides avant de les râper. 1. Ce sera beaucoup plus simple. 2. Vous ne vous brûlerez pas. Et 3, en termes de texture, ce sera vraiment beaucoup plus agréable. Clairement, on dirait du fromage, le truc. Mais je vous jure, c'est toujours bien de la pomme de terre. On va donc la mélanger avec les oignons, le sel et de l'huile d'olive. Et c'est parti pour la cuisson. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser du ghee ou du beurre clarifié. Car comme on va faire cuire longtemps notre préparation, ça évitera de faire cramer le beurre et d'avoir cette amertume pas très agréable. On forme donc un joli palais de pommes de terre et d'oignons. Et à feu moyen, on va former une belle première croûte. On rebalance dans la casserole pour faire la même chose de l'autre côté, en étant vigilant à ne pas l'abîmer et à jouer avec le feu pour éviter de la faire cramer. Moi, je n'hésite pas à la retourner de temps en temps histoire d'être sûr. Et si votre poêle va au four, finissez-y la cuisson. Vous aurez un rendu beaucoup plus homogène et une belle petite croûte sur le dessus. Alors comme ça, c'est absolument délicieux, mais je vous propose une petite garniture pour l'accompagner. Une petite sauce déjà pour commencer, à base de crème fraîche, zeste de citron, aneth, sel et poivre. Ultra simple, mais très très efficace. Et parce que je peux en manger toute la journée, des gros cornichons. C'est un beau croustillant ça, hein. Il ne reste plus qu'à dresser le tout joliment dans un plat. Ça te déchire. Et vraiment, le fait que la pomme de terre ait été pré-cuite, t'as vraiment ce côté puré à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. C'est vraiment délicieux. Ah là là, c'est vraiment de toute beauté tout ça. Bon, pour le moment, on a fait les grands classiques. Des trucs dans lesquels vous pouvez facilement vous projeter. Par exemple, le pâté de pommes de terre, même si vous l'avez jamais goûté, de la pâte feuilletée, des pommes de terre, de la crème et du persil, c'est facile d'imaginer le goût à peu près. Bon, pour la prochaine recette, je vais un peu vous casser le cerveau parce que ça paraît très louche à première vue. Mais je vous jure que c'est la meilleure idée du siècle après les cartes bancaires sur les téléphones. De la pizza aux pommes de terre. Oui, je sais, c'est un peu comme si je vous disais des pâtes aux patates. Ouais, pourquoi pas en fait. Mais avec la bonne cuisson ou association, c'est génial. J'ai eu la chance de goûter celle de chez Rory par exemple, qui est légendaire. J'en rêve encore la nuit. Elle est servie avec une petite sauce tartare, c'est complètement fou. Plus récemment, chez Bambino, Valentin Burtio m'a servi une pizza Mondor, lard de colonnata, pommes de terre et pickles de jalapeno. Très très coquin. Et bien aujourd'hui, on va faire un peu notre version qui rend hommage à ces deux créations, mais aussi à une spécialité savoyarde bien cochonne, la tartiflette. Et oui, nous allons faire une pizza tartiflette. On va faire une pâte facile mais bien faite, qui s'oriente plus vers la pizza romaine, fine et croustillante, parfaite pour accueillir cette garniture bien cochonne. C'est parti.
Alors on a déjà fait la pâte à pizza à la main, mais ça fonctionne aussi très bien au robot. Alors si vous en avez un, ne vous en privez pas. Ici, pas de piège, il suffit juste de bien respecter les mesures. Pas mal. On verse donc l'eau et la levure. J'y mets un petit coup de robot pour la mélanger plus rapidement. Et pour une pâte fine et croustillante, de l'huile d'olive. Et pour finir, le sel et la farine. Là, on mélange pendant 2-3 minutes au robot. Vous pouvez le faire pendant 4 à la main. Et ensuite, on laisse reposer que la farine absorbe vraiment tout le liquide. Petit indice, quand il n'y a plus de farine collée sur les parois de votre bol, c'est qu'on est pas mal. On laisse reposer une demi-heure. Et l'autolyse va faire son travail, la farine va être parfaitement hydratée et la texture beaucoup plus lisse. On remet 5-6 minutes de robot à vitesse moyenne. Et là, on commence à avoir une pâte qui a une bonne petite ganache. On la dépose sur un plan de travail bien propre, et avec un coupe-pâte, on va essayer de la travailler pour faire une jolie petite boule. Alors à la main, elle colle un peu, mais après quelques petits tours de coupe-pâte comme ça, au toucher, ce sera nickel. On va la diviser en 4 pâtons de poids égaux, et ensuite on va venir former des jolies petites boules avec ces pâtons, en essayant de les pincer le plus possible avec ces petits bouts de doigts. On fait rouler sous sa main pour bien tendre la pâte, et là plusieurs options, soit vous avez une jolie petite boîte comme celle-ci, soit vous les mettez dans des boîtes en verre ou en plastique, individuelles. Et maintenant c'est parti pour 24 heures au frigo. Le lendemain, il ne nous restera plus qu'à préparer la garniture. Oignons finement ciselés, découper des pommes de terre pré-cuites à l'eau avec la peau. On sort son plus beau rebloche. Le plus dur, c'est de ne pas tout manger avant la cuisson. Et on le coupe en petits cubes pour pouvoir en mettre un max. J'ai dit, on mange pas tout avant la cuisson. On sort la pancetta, la crème et des petits cornichons. Et on va pouvoir préparer la pâte que l'on a sortie du frigo 4 heures avant la mise au four. Je dépose sur le plan de travail une petite montagne de farine ou de semolina. Et là, comme on est à Rome, vous pouvez travailler la pâte au rouleau ou à la main, ça fonctionne très bien. On pense bien à retirer l'excédent de farine avant de mettre sur la pelle. Et c'est parti pour la garniture, crème fraîche, poivre blanc, pommes de terre. On met bien du reblochon partout. Le plus dur, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste milieu entre bien garni et trop garni. Un petit filet d'huile d'olive, et c'est parti. J'ai la chance d'avoir un four à pizza Gosni, mais avec cette pâte, ça fonctionne pas mal au four avec une pierre réfractaire, puissance maximale. On pense à tourner la pizza tout au long de la cuisson. On veut une cuisson homogène partout, et quand les côtés commencent à devenir bien croustilles comme ça, on peut la sortir. C'était pile. C'est trop cool, t'as tous les marqueurs de la tartiflette, les petits oignons là qui sont juste rissolés, c'est parfait. La pancetta, ça vient saler un peu le tout. Et le petit poivre, ça fait vraiment la diff aussi. Laissez-moi manger ça toute la journée en fait. Bon, mettre l'Italie et la Haute-Savoie en PLS, check. Bon alors, de la pomme de terre en mode cuisine à l'ancienne, fast-food en star de la recette, ça c'est fait. Mais est-ce que ce petit tubercule souvent associé à de la cuisine populaire peut s'inviter aux plus grandes tables du monde? Spoiler alert, c'est un grand oui. Pour cette recette, je vais utiliser l'appel à un ami. Et pas n'importe lequel, il a obtenu une étoile au guide Michelin pour une cuisine aussi gourmande que délicate. Il est beau, il est fort, et le voilà qui appelle. Et comment il va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très heureux de t'avoir en live avec nous. Je suis au bord du lac Saint-Point. Oui, devant mon nouvel hôtel-restaurant. Du coup, on se retrouve aujourd'hui parce qu'on va faire ta recette qui est dans ton livre. Siphon de pommes de terre cancoyote. Si t'as un tips à pas louper. Le truc, c'est quand même de bien passer au chinois parce que s'il y a des grumeaux, ça fait foirer le siphon et tu passes bien pour un con. Que j'aime beaucoup et ce qu'on va essayer d'aller chercher, mais c'est vraiment le jeu à la fois de texture, mais aussi de température, j'ai le sentiment. C'est hyper rassurant pour débuter un repas. Bah ça, en fait, c'est un peu le truc réconfortant qui met tout le monde d'accord. Et comme le dit François-Régis Gaudry, c'est la caresse avant la fessée. Bah en tout cas, merci beaucoup Mathias. On a hâte de te retrouver et d'aller goûter tout ça dans le Jura septembre. Allez, on se dit en septembre. Exactement. Bisous, bon courage pour les travaux et merci pour les tips. Salut les amis, ciao. Ah là là, sacré Mathias Marc. Vous avez pu le croiser dans l'émission Top Chef, où il a fait un parcours remarquable, dans ses restaurants à Paris, et peut-être bientôt dans son futur hôtel, dans le Jura. Je vous mets son compte Instagram dans la description, allez suivre ses aventures, c'est très cool. On lance donc la cuisson des pommes de terre. Merveilleux. Et on va attaquer ensuite toutes les petites préparations de la recette. Ici, on s'occupe des échalotes au vinaigre. On va faire revenir quelques échalotes ciselées dans du beurre à feu moyen pendant quelques minutes. Je pense que Mathias aurait mis un peu plus de beurre. C'est bien connu, avec du beurre, c'est bien plus meilleur. Lorsque les échalotes sont bien tendres, on ajoute le vinaigre de vin. Et lorsqu'il est tout absorbé, on va pouvoir les réserver. Nos pommes de terre sont bien cuites à cœur. On va pouvoir, comme d'habitude, les presser à chaud. Et cette fois-ci, oubliez tout ce que je vous ai dit sur la purée au début.
On va tout faire à l'envers. On fait chauffer la crème et le beurre, on ajoute la pulpe de pommes de terre et on va venir mixer, ce qu'il ne faut surtout pas faire avec une purée classique. Elle va automatiquement corder et devenir élastique. Ici, avec les proportions, on va avoir une texture parfaite. Et ce qui va faire toute la différence, c'est qu'on va venir fumer cette purée pendant un quart d'heure. Après avoir bien lavé les épluchures de pommes de terre, on va les faire sécher à 90 degrés au four pendant 1h30, 2 heures. Quand elles sont bien sèches, il ne reste plus qu'à les réduire en poudre. Oh. La life. Et oui, si vous ne connaissez pas encore la cancoyote, votre vie n'a pas encore commencé en fait. Alors courez chez le fromager. Oh, ça tue. Bon, il nous a bien dit, faut passer le tout au tamis, comme ça on est sûr de pas faire exploser le siphon. La passoire étamine va en effet capter les irrégularités et éviter de bloquer le siphon à la sortie. Siphon que l'on va donc remplir et charger avec 2 cartouches de gaz. Et pour le dressage, cancoyote tiède, échalote, siphon encore tiède, la poudre et les œufs de truite. Ça demande un peu de taf, mais qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. Jeu de texture, jeu de température. Il y a ce côté très riche, très gras de la purée qui est d'ailleurs excellente avec ce petit côté fumé, qui est contrecarré par à la fois l'acidité des échalotes et aussi le petit kick des œufs de truite. Et évidemment le réconfort de la cancoyote qui arrive après en fin de palais. C'est vraiment absolument délicieux. Et cette petite poudre de peau de pomme de terre, je la note pour plus tard, celle-là. Ah là là, franchement, on a quand même vu un paquet de recettes et de techniques, hein. J'espère que ça vous a donné faim, en tout cas. Pour moi, c'était un plaisir à tourner et à réaliser. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu avec une vidéo. Vous m'aviez un petit peu manqué. Et on va pas se mentir, c'est quand même un format qui demande un peu plus de temps à faire. À la fois dans l'écriture, il y a quand même 11 recettes, mais aussi dans la réalisation et dans le montage. Bon, quoi qu'il arrive, j'espère que le format vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, à la partager à toute votre famille sur votre groupe WhatsApp. On arrive avec plein de nouveautés pour cette année 2026. On va faire moins, mais mieux, plus grand, plus loin, plus fort. N'oubliez pas, l'espace commentaire est là pour vous, donc donnez-nous vos retours, vos sentiments, vos impressions. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous avez envie de voir une nouvelle thématique? J'avais fait de la pomme de terre, les œufs, les courges. Est-ce qu'on se ferait pas le poulet frit par exemple? C'est pas mal ça, non? Un petit tour du monde du poulet frit. Moi ça me chauffe bien. Donc dites-moi, j'ai plein d'autres idées en tête, les fermentations, les pickles, bref, éclatez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao! On va pouvoir faire des trucs très cool dans ce local, je pense. Ah, on est pas mal.